Bienvenue sur le plateau des grandes rencontres. Depuis plus d'1 an, l'emploi du temps de celui que je vais recevoir est quasiment inaccessible. L'appétit venant en mangeant et le constat de la vie sociopolitique de son pays ont carrément traversé, je dirais même, métamorphosé sa vie. Permettez-moi que je vous épargne les différents détails de mon calvaire pour arriver à mettre la main sur mon invité de cet après-midi. Il s'appelle Christian Wagbé. Christian Wagbé est le directeur de publication du grand site internet Ivoire Business. Pour tous les Ivoiriens, pour tous les Africains, arrivé à un moment donné, Ivoire Business vous a permis d'avoir certaines informations sur la Côte d'Ivoire et sur certains pays africains. Aujourd'hui, je ne reçois pas un confrère, je reçois un invité multidimensionnel en la personne de Christian Wagbé qui, du journalisme, veut tenter une nouvelle carrière politique. Christian, bonjour. Bonjour Joël. Comment ça va? Je vais très bien. Alors, tout à l'heure, dans mon introduction, je disais que vous êtes directeur de publication du site Ivoire Business. Tout à fait. Vous pouvez nous parler un peu de ce site-là, brièvement? Alors, c'est un business et news magazine. C'est le plus grand portail ivoirien et panafricain d'information en direction de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde. Et donc, c'est une équipe de 30 personnes qui travaillent de façon quotidienne. C'est un quotidien en ligne. Et voilà, donc je suis le directeur général et le directeur de publication. D'accord. Et vous sortez d'un procès? Exactement. Qu'en est-il exactement? Alors, l'État de Côte d'Ivoire m'a mis en examen à Paris, au tribunal de grande instance, pour avoir terni son image, avoir diffamé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Ali Koulibaly, qui est aujourd'hui ministre de l'intégration africaine dans le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Et donc, c'était le septembre dernier, au tribunal de grande instance de Paris. Donc, j'étais officiellement mis en examen pour avoir diffamé l'État de Côte d'Ivoire, avoir terni l'image, le prestige et l'honneur de l'ambassadeur Ali Koulibaly. Mais c'était des faits réels que vous avez avérés, que vous avez voulu relater. Exactement. Je n'ai fait que mon travail. Je n'ai voulu diffamer personne. Je n'ai voulu porter atteinte au prestige et à l'honneur de personne. Je n'ai fait que mon travail. Et apparemment, on veut m'empêcher de travailler. Si tel est le cas, comme on trouve un autre. Et donc, c'est visiblement un procès politique. Et parce qu'il y a 1 an de cela, l'ambassadeur Ali Koulibaly avait déjà fait un droit de réponse qui avait été publié intégralement. Mais résumez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, c'est une affaire de scandale sexuel dans lequel l'ambassadeur Ali Koulibaly est impliqué. Tout à fait. Et donc, on a fait relater des informations qui étaient déjà sur la place publique, reprises par tout le monde. On a fait que répandre ces informations et sans rien ajouter et sans rien retirer. Vous comprenez? Donc, on n'a pas voulu vraiment aller au fond de cette affaire. On a seulement voulu alerter pour dire c'est un poste sensible où le prestige, l'honneur de la Côte d'Ivoire est engagé. Donc, il faut prendre les gens de bonne morale. Exactement. Donc, on n'a diffamé personne, on n'a accusé personne. Encore moins dans l'article, on n'avait jamais cité à aucun moment le nom de l'ambassadeur Ali Koulibaly, à aucun moment dans l'article. On a dit un diplomate. On sait bien qu'un diplomate, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire regorge de plusieurs diplomates. Donc, on a dit un diplomate. Et donc, vous voyez, donc, on voit bien que c'est un procès politique. Ivoire Business dérange parce que c'est le premier quotidien en ligne lu par plus de 300 000 personnes du Parlement. Et donc, visiblement, on apporte l'information au plus haut niveau, au plus grand dans le monde entier. Je sais qu'en tant que directeur de publication, cette interview que nous sommes en train de réaliser sur la place de Paris ne pourra pas passer inaperçue. Vous allez, n'est-ce pas, peut-être mettre quelques briques d'informations sur votre site. Alors, tous ceux qui vous regardent en ce moment, est-ce que Christian Wagbé, directeur de publication de Ivoire Business, est-il menacé? Je suis menacé quotidiennement dans ma chair. Même étant en France? Même étant en France. Même étant en France. Je les appelle directement d'Abidjan, de la présidence. Je les appelle directement de certains ministres dont je ne citerai pas les noms. Je les appelle directement des gens de l'ambassade,
des militants du parti au pouvoir qui me menacent directement dans ma chair. Je cherche directement à des embuscades, il faut le dire ainsi. Et donc je suis vraiment menacé, mais ça ne m'empêchera pas. Ma vie n'est rien devant la nation, devant la Côte d'Ivoire, devant l'intérêt supérieur de la nation. Donc mon sort personnel n'est pas engagé, n'est pas important, n'est pas relevant, n'a aucune importance. Moi je travaille pour la Côte d'Ivoire dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour que la Côte d'Ivoire soit de nouveau rassemblée. Pour que les Ivoiriens cessent d'être divisés les uns contre les autres. Alors tous les internautes qui vous regardent et tous ceux qui vous regardent dans ce moment, quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a vraiment du feu à la demeure. Effectivement, c'est effectivement la vérité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la division. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la chasse aux sorcières. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la dictature. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le rattrapage ethnique. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons en parler. Alors, comme la charte de Reporters sans frontières, aujourd'hui, est-ce que vous appartenez à ces organismes-là pour que demain, s'il y a vraiment un cas d'extrême urgence, ces organismes-là puissent vous venir à l'aide? Tout à fait. Je suis membre de toutes ces organisations internationales de défense de la presse, de défense des journalistes. Et donc, je suis reconnu comme par mes pairs comme un journaliste, par les volontés aux États-Unis. Et il y a des grands journaux qui prennent mes reportages pour en faire des documents de pièces à conviction. On a parlé de Mediapart, qui, après un reportage d'Ivar Business, a relayé cela comme source d'information pour dire au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle avait été entachée de graves irrégularités. Ok. Est-ce que vous pouvez nous permettre que nous changions un peu de refrain? D'accord. D'accord. Alors, lorsque je préparais cette émission, j'avoue que le Christian Wabé que je connaissais il y a de cela 1 an, ce n'est pas le même que je retrouve. Votre calendrier est inaccessible. Et quand j'appelle, je tombe sur votre secrétaire, elle me dit non, monsieur, il ne pourra vous recevoir que d'ici 3 semaines. J'ai dit, mais c'est urgent, vous êtes au four et au moulin. Et puis, du coup, je vois que c'est parce que vous étiez en train de créer un mouvement politique. Un mouvement qui s'appelle le RPCI, Rassemblement du peuple du Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, c'est un mouvement politique qui ne vient pas d'être créé, qui existait déjà depuis longtemps, depuis 2010, depuis avant l'élection présidentielle. C'était d'abord un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion, d'experts, où des Ivoiriens, des Africains qui avaient une certaine expertise, apportaient leur contribution au débat politique, donnaient leur point de vue, contribuaient avec les hommes politiques à ce que les choses puissent avancer. Et donc, c'est vrai que c'est à la faveur de ma réception, et c'est à ça que vous voulez faire allusion, à la faveur de ma réception à l'Élysée par le président de la République François Hollande, qu'effectivement les Ivoiriens ont su qu'un tel mouvement politique existait. Alors effectivement, c'est le rassemblement du peuple du Côte d'Ivoire pour rassembler la nation, pour rassembler la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient au centre désormais de l'action politique, pour que la politique soit au service des Ivoiriens, et non le contraire. Non, le contraire. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vous qui vous l'avez relaté. Donc, quand ici même, on me disait que vous êtes un pro-Babo, quand bien même que ce néologisme ne me plaît pas du tout, et que c'est le président Babo qui, sachant qu'étant en prison, son parti politique, le FPI, allait se décapiter, vous aurez donné les moyens pour que vous créiez ce RPCI. Qu'en est-il exactement? Il n'en est rien, absolument rien. Je n'ai reçu aucun argent d'aucun homme politique, quel qu'il soit. C'est ma volonté, c'est ma conviction. Ce sont mes idées, ce sont mes valeurs. Je défends les valeurs de démocratie, du droit de l'homme, de rassemblement, de réconciliation nationale, de paix. Ce sont ces valeurs-là qui guident mon action. Aucun homme politique ne m'a guidé, aucun homme politique ne m'a donné de l'argent, des moyens pour créer le rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut avoir soutenu Alassane Ouattara et être contre la division des Ivoiriens. On peut avoir soutenu Alassane Ouattara et contre la présence des Dozo dans l'armée ivoirienne. On peut avoir soutenu Alassane Ouattara et être contre la spoliation des terres des Ivoiriens. Et ça, ce sont des valeurs qui sont universelles. On n'a pas besoin d'être derrière un homme politique, on n'a pas besoin d'être derrière un parti politique pour soutenir ces valeurs-là. Alors moi, je tends la main à tous ceux qui partagent ces valeurs-là, pour que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire qui nous a fait tant rêver, on la retrouve. Il est possible de le faire. Je tends la main aux Ivoiriens. C'est un vaste mouvement de rassemblement.
Rassemblons-nous autour de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait courir Christian Vagué? La nation, l'intérêt supérieur de la nation, la Côte d'Ivoire, les valeurs, le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. J'ai vu que des gens parlaient de vivre ensemble. Mais en réalité, ils ne voulaient pas qu'on vive ensemble. En réalité, ils font autre chose. Moi, j'appelle réellement à ce qu'on vive ensemble. À ce qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on soit réellement ensemble. La Côte d'Ivoire reste une et indivisible. Exactement. Nous appelons une Côte d'Ivoire une et indivisible. Depuis combien de temps vous n'avez pas mis le pied en Côte d'Ivoire? Depuis l'élection présidentielle. C'est-à-dire 2010. Exactement. Vous venez de parler. Exactement. Et j'ai dû quitter précipitamment la Côte d'Ivoire parce que mes bureaux en Côte d'Ivoire ont été saccagés. Mes journalistes aujourd'hui sont en exil. Ghana, Libéria, en Côte d'Ivoire. Ils sont dans la semi-clandestinité. Aucun journaliste d'Ivoire Business ne peut être visible en Côte d'Ivoire parce que sa vie est menacée directement. D'accord. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je suis en exil défaite. D'accord. Alors, à y voir de très près, monsieur, en ce moment, vous voulez que je vous appelle monsieur le président ou bien monsieur le fondateur? Monsieur Christian Vagué. Monsieur Christian Vagué, ok, d'accord. Mais à y voir de très près, est-ce que les Ivoiriens ont-ils besoin véritablement d'un nouvel rassemblement quand on sait que le PDCI, le RDR, de par leur consonance, de par leur formation, Rassemblement démocratique africain, rassemblement de ceci, rassemblement de cela, le rassemblement de M. Christian Vagué, à quoi rime-t-il ce rassemblement? C'est un rassemblement pour dire aux Ivoiriens que la nation de la Côte d'Ivoire nous appelle. C'est un rassemblement pour dire... Ça, on retrouve même dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Exactement. Ce sont les valeurs cardinales de la Côte d'Ivoire. Donc vous rehaussez carrément l'hymne national, vous voulez que les gens s'approprient de l'hymne national, du contenu, de l'interprétation du vécu de l'hymne national. Exactement. Je veux qu'on revienne tout y est, aux fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Aux fondamentaux de la création de l'État de Côte d'Ivoire. Où on a toujours vécu ensemble, sans distinction de religion, sans distinction d'ethnie, sans distinction d'appartenance religieuse, sans distinction de croyance. Les Ivoiriens ont toujours vécu ensemble. Comment faire pour adhérer à votre mouvement? C'est une adhésion libre, dialogue qu'on partage les valeurs de démocratie, de vivre ensemble, de droits de l'homme, de rassemblement, de paix, de réconciliation nationale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la réconciliation nationale, au pas mort. On va en parler, mais aujourd'hui, je vais vous dire, M. Christian Vagué, les Ivoiriens ne croient plus aux hommes politiques. C'est pour ça que le rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire dit qu'il faut que la politique se mette au service des Ivoiriens, et non le contraire. Ils sont fatigués les Ivoiriens. Effectivement. Depuis 10 ans, ils sont dans un bourbier, ils ne savent vraiment pas comment s'en sortir, et vous venez leur demander, écoutez, je vous apporte l'éclairage. Est-ce que ce n'est pas un éclairage qui sous-tend quelque chose, qui cache quelque chose? C'est pas une vengeance. Vous êtes d'origine, vous êtes du Grand Ouest. Tout à fait. Donc, est-ce que ce n'est pas une autre manière de venir venger ceux qui sont en train de subir les harcèlements, les violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, en l'occurrence les BT, les ANIM, mais en grande partie les BT? C'est exactement le contraire que je viens faire. Les Ivoiriens connaissent Christian Vagué. Les Ivoiriens connaissent mon journal. Tous les jours, je leur parle. Tous les jours, je leur donne les informations réelles de la Côte d'Ivoire. Tous les jours, je suis à l'écoute de la nation, de la Côte d'Ivoire. Ils savent qui est Christian Vagué. Je ne suis pas une génération spontanée. Je ne viens pas d'arriver. Et donc, c'est exactement le contraire que nous voulons faire. Nous voulons la réinstauration de la démocratie. Vous vous situez où? Entre l'opportunisme et l'arrivisme, vous vous situez où? Nulle part. Je me situe au centre de la Côte d'Ivoire, au centre de l'action politique. Je me situe auprès des Ivoiriens, avec les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire, la démocratie soit réinstaurée, pour que les droits de l'homme soient réinstaurés, pour que l'insécurité soit de retour. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut tuer, piller, violer en toute impunité, pour que la justice ivoirienne soit de nouveau opérationnelle. On a vu que le gouvernement a reconnu la défaillance, la faillite de la justice. Il y a 7 magistrats qui ont été révoqués récemment. C'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'administration est aujourd'hui défaillante. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne parle plus des paniers de la ménagère, on parle des sachets de la ménagère. Mais quand on sort du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, le panier de la ménagère qui est devenu un sachet, mais ça touche tout le monde. Quand la femme va au marché, le prix, il n'y a pas un prix pour la femme du nord, il n'y a pas un prix pour la femme de l'est, il n'y a pas un prix pour la femme de l'ouest, non, il y a un prix pour la femme ivoirienne. Je dis que la Côte d'Ivoire est en train d'imploser. Vous n'avez pas mal? J'ai mal pour mon pays. Je me dis quel gâchis. Je me dis quelle
perte. Mais je me dis, il n'est pas tard. On peut rattraper le tir, on peut, avec les Ivoiriens, qui sont de plus en nombreux. Beaucoup de gens qui ont soutenu Alassane Ouattara sont d'accord pour la démocratie. Beaucoup de gens qui ont soutenu Ouattara sont d'accord pour l'état de droit. Beaucoup de gens qui ont soutenu Ouattara sont d'accord pour la réconciliation nationale. Ils ont cru en Alassane Ouattara, ils se sont trompés, mais de bonne foi. Ceux-là, nous leur tendons la main. Venez ensemble pour que nous reconstruisions cette Côte d'Ivoire que nous avons connue. Disons non ensemble à ce que les Ivoiriens soient ligués les uns contre les autres. Beaucoup de gens, on peut se donner un homme politique, mais sans être contre son frère ivoirien. Ça n'a rien à voir. Le cri de douleur d'un jeune Ivoirien qui aime tellement son pays, c'est ce que je constate en ce moment. Ben, on va dire ça comme ça. D'accord. Et qui, en même temps, qui veut se donner les moyens d'agir, qui veut se donner les moyens de faire prévaloir ses idées, qui appelle ses frères, ses soeurs, ses enfants, ses pères, ses mères, à ce que la Côte d'Ivoire... À l'unisson. À l'unisson. Réunons, vivons ensemble. Créons une nouvelle voie. Une nouvelle voie où le peuple ivoirien est au cœur de l'action politique, où les hommes politiques sont au service du peuple de Côte d'Ivoire, et non le contraire. Alors, il y a un jeune homme politique ivoirien qui appartient à votre génération, qui nous disait que tous les aînés politiques ivoiriens, les animateurs politiques ivoiriens, ont tous failli à leur mission. Il leur demandait de rendre leur tablier. Vous partagez cette déclaration? Ce que je veux dire, les hommes politiques ivoiriens aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je n'accuserai personne directement. Mais je dis, il y a une situation dans laquelle nous sommes, mais il faut que nous en sortions. Et c'est la nouvelle génération qui peut porter ces valeurs. Dans tous les pays au monde, c'est la jeunesse qui est le porte-étendard de la nation, qui est l'avenir du pays, qui prend les choses en main. Quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, quand la nation va mal, ce sont les jeunes de Côte d'Ivoire qui disent toujours non. Ce sont les jeunes des pays qui disent non. Mais la jeunesse ivoirienne est tout le temps sacrifiée. Effectivement, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, cette jeunesse n'est pas sacrifiée. Il faut que cette jeunesse-là, parmi cette jeunesse-là, des jeunes de divers horizons doivent dire non. C'est ligué contre l'imposture, contre l'injustice, contre le tribalisme, contre le régionalisme, contre la dictature. Les jeunes ont longtemps assisté de façon passive. On dit non, les jeunes désormais prennent en main les rênes de la nation. Ils ont donné leur poitrine pour sauver un certain nombre de valeurs auxquelles ils croient. Effectivement. Et malheureusement, ils ne sont pas arrivés au bout de cette croyance, comme le disait un des anciens chefs d'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que cette jeunesse aura la force de regarder la fin du film? Elle aura cette force. Chaque fois que la jeunesse a été en danger, chaque fois que les jeunes de Côte d'Ivoire ont été au bord du gouffre, ils ont pu puiser en eux-mêmes les ressources nécessaires pour rebondir. Moi-même, j'en fais partie. D'où est-ce que je dis ces ressources, cette énergie? Mais c'est ça. En moi, il y a chaque jeune de Côte d'Ivoire. En moi, il y a chaque fille de Côte d'Ivoire. En moi, il y a chaque jeune homme de Côte d'Ivoire. Je ne suis qu'aujourd'hui un porte-parole. Je ne suis que peut-être aujourd'hui dans le feu de l'action. Je ne suis que le plus visible, peut-être, à ce moment précis. Mais je représente les valeurs de l'aspiration du peuple de Côte d'Ivoire. On dit non à la dictature. On dit on est un seul pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en exil. Mais les jeunes de Côte d'Ivoire disent non, quel qu'il soit le bord politique. Aucun jeune de Côte d'Ivoire que j'ai rencontré, quel que soit son bord politique, n'est d'accord pour que d'autres Ivoiriens soient en exil. Absolument. Absolument non. Franchement. Ça, c'est clair. Alors, monsieur Christian Gbagbe, vous êtes dans la même génération du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la personne de M. Soro Kibafori Diom. Alors, M. Soro Kibafori Diom est arrivé là où il est, sans vous mentir. Quand je préparais l'émission, je suis allé prendre quelques attaches et quelques ressources nécessaires. On me dit oui, si Christian Gbagbe arrive pour prétendre parler au nom de la jeunesse, quelle arme il va utiliser pour se faire entendre, alors que les autres, pour arriver là où ils sont aujourd'hui, ils ont pris les armes, soit pour tuer, pour chasser, pour dilapider, pour vraiment casser les droits de l'homme. Christian Gbagbe que j'ai en face à Paris, votre arme, c'est le fusil, c'est le stylo ou c'est la bouche? C'est la bouche. Ce sont mes convictions.
Ce sont mes valeurs, c'est ma parole. Ce sont mes écrits. C'est ça mon arme. Ce sont mes relations. Alors, le même monsieur avec qui j'ai préparé l'émission me dit que la Côte d'Ivoire est un pays spécifique. Est-ce que c'est votre avis? Quand on sait qu'aujourd'hui, dans quel sens? Dans le sens où tous ceux qui sont là, pour la plupart, se sont servis des armes pour être là où ils sont. Ils n'ont pas été jugés. Je suis contre la prise des armes pour accéder au pouvoir. Moi, je dis la meilleure arme, ce n'est pas le fusil. La meilleure arme, c'est la parole. C'est la force de persuasion. C'est la force de conviction. C'est de dire aux gens, voilà ce que je veux faire, voilà pourquoi on doit le faire, et voilà pourquoi je veux qu'on aille dans telle direction. Parce qu'aujourd'hui, la prise des armes a donné ses résultats. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée, est démembrée, est en faillite par la force des armes. Parce que les Ivoiriens se sont battus avec les armes. Comment vous allez réussir à demander à ceux qui possèdent ces armes de les déposer pour qu'ils vous écoutent par la persuasion dont vous faites aujourd'hui preuve avec beaucoup de dextérité sur la place de Paris? Alors, c'est le sens de mon action à la tête du rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Appeler les Ivoiriens, où qu'ils soient. Parce qu'on fait la politique pour qui? Mais pour le peuple. Chaque Ivoirien dans son hameau, chaque Ivoirien dans son village. Si chaque Ivoirien dit non, le chat ne pourra rien y faire. Si chaque Ivoirien dans son petit champ, dans son bureau, dans son salon, dit non, le canon de fusil, la Kalachnikov ne pourra rien y faire. Parce que les Ivoiriens doivent sortir, doivent dire non. Mais pour cela, il faut qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui peut réellement prendre en main ces valeurs-là. Monsieur Christophe Gbagbe, récemment, il n'y a pas plus de 2 jours, ils sont allés même au domicile des gendarmes, des policiers, pour leur prendre leurs armes, sous le prétexte que, pour les mettre à l'abri, pour ne pas qu'ils soient sujets à une attaque nocturne par ils appellent ça les miliciens. Les gendarmes et les policiers n'ont plus droit à porter leurs armes. Pour un pays qui aspire à la démocratie, à la paix, ceux qui ont fait les études, ceux qui ont aimé ce corps, qui l'ont exercé, aujourd'hui ils sont dépossédés de l'outil qui leur permet de mettre de l'ordre dans leur pays. Vous allez dans cette anarchie-là? C'est vraiment une déception pour moi. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a réussi un de ses vieux rêves, dissoudre la police et la gendarmerie nationale. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la police et la gendarmerie nationale sont dissoutes. De fait, parce que les policiers, et depuis le 22 octobre dernier, les gendarmes de Côte d'Ivoire, le corps d'élite de l'armée ivoirienne est désarmé. C'est la faillite sécuritaire de l'État. C'est la faillite de l'État tout court. Aucun Ivoirien ne peut l'accepter. J'ai demandé aux Ivoiriens, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, de quel bord ils soient, ils disent tous non, on ne veut pas. La gendarmerie nationale nous a toujours protégés, a toujours été aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Ils se retrouvent sans protection. Parce que les FRCI ne sont pas l'armée qui protège les Ivoiriens. Les FRCI, les DOZO, les milices sont les bourreaux de la Côte d'Ivoire. La seule armée qui pouvait les protéger, c'est la gendarmerie. Aujourd'hui, elle est dissoute. Le peuple de Côte d'Ivoire dit non. Le rassemblement de Côte d'Ivoire dit non. Vous ne trouverez aucun Ivoirien qui va dire oui pour ça. Jamais. C'est incroyable, c'est inconcevable, c'est impensable. On voit des faillites en faillite. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où il n'y a pas d'université. On ne peut pas dire oui à ça. L'université, c'est pour qui? Mais c'est pour les enfants de Côte d'Ivoire. Quand sont du nord, du sud et de l'ouest, chacun son fils, sa fille, à l'université, c'est l'avenir du pays. La première décision de la Ouattara, c'est de dissoudre l'université. Pourquoi on va dire oui pour ça? Pourquoi? De quel droit peut-on dire oui pour ça? On ne peut pas dire oui, on dit non. Vous en voulez à M. Ouattara pour ça? Oui, je l'en veux. Parce qu'il divise les Ivoiriens. Parce qu'il dissout la Côte d'Ivoire. Parce qu'il démord la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ferme l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'université, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le réseau, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il n'en veut pas. Regardez. Des chefs de guerre, des seigneurs de guerre sont promus à des postes importants de l'État. Des préfets. Des préfets des régions. Comment dirais-je, le chef de guerre, comment Thiofosier, c'est Messamba Kone, Ousmane Ben Laden, promu préfet des régions. Mais vous avez vu ça où? Et des vrais préfets sont limogés. Parce qu'on est sous
soupçonne d'être pro-Gbagbo sur la base purement ethnique. Mais des gens qui ont fait des études supérieures aux frais du contribuable ivoirien que la Côte d'Ivoire a formé. Des énarques en plus. Des énarques qui ont fait les preuves en Europe, aux États-Unis, qui travaillent sincèrement pour la Côte d'Ivoire, sont limogés sur la base tribale et ethnique. Et on va dire pour ça. Monsieur Christian Babé, on va essayer. Moi, je vous dis tout de suite non. Je comprends votre douleur. Moi, je vous dis non. D'accord, j'ai compris. Ça, c'est clair et net, je vous dis non. D'accord. Alors, nous allons faire un détour en arrière. Quel est le bilan que vous faites de la gestion politique de M. Gbagbo lorsqu'il est au pouvoir? Gbagbo Laurent a travaillé dans l'intérêt supérieur de la nation. Gbagbo Laurent a cultivé les valeurs du rassemblement. Pourquoi je le dis? Et ce n'est pas un slogan. Quand Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir, Alassane Ouattara est parti en exil. Qu'il a fait revenir l'exil, c'est Gbagbo Laurent. Il lui a donné un statut d'ancien Premier ministre. Il lui a donné une cadre rapprochée. Il a financé son parti politique. Quand Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir, Henri Konan Bédié est parti en exil. Il était déjà en exil, puisqu'il avait été victime d'un coup d'état militaire. Gbagbo Laurent est venu spécialement voir le grand frère Bédié pour dire: grand frère, dans la constitution ivoirienne, aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Grand frère, répare au pays. C'était des actes forts. Les Ivoiriens ont beaucoup apprécié. On a vu le congrès, la commission pour la paix, ou le forum pour la paix. Konan Bédié a parlé, Gbagbo Laurent a parlé. Le général Robert Guéhin, on est allé le chercher à Toukouzo, non, à Zoukoube, pour revenir dans la République. Beaucoup d'Ivoiriens, en son temps, étaient contre. C'est ça la réconciliation nationale. C'est ça l'esprit de la nation. Mais tout le monde disait que Gbagbo Laurent était mal entouré en son temps. Oui, et pourtant, oui. C'est clair. Il a reconnu. Il a reconnu lui-même qu'il n'a pas assuré, il n'a pas vraiment été judicieux dans le choix des hommes. Il le reconnaît. C'est ça l'humilité d'un homme politique. Est-ce qu'il était contraint à organiser les élections dans un pays divisé en deux? Une partie occupée par les armes et l'autre une petite partie qui était supposée être la partie loyaliste, qui lui était quasiment entre guillemets dévolue et dont il a partagé encore avec ses adversaires. Est-ce qu'il était vraiment contraint d'organiser les élections avec tous ces risques que cela comportait? Beaucoup de jeunes comme moi disent que c'était une erreur. Des milliers de jeunes que je reçois, des milliers de jeunes qui m'appellent, des milliers d'adultes, de parents, de grands-parents, des femmes, des filles, disent que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas dû les organiser parce que le pays était coupé en deux, parce qu'on avait déjà les prémices d'une guerre civile, on avait déjà les prémices d'une crise électorale majeure. Je pense que c'était une erreur. Il n'aurait pas dû organiser les élections. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Et c'est bizarre. Je veux dire, il y a une sorte de retour à l'envoyeur. Parce qu'aujourd'hui, l'administration de la Côte d'Ivoire n'est toujours pas présente au centre, au nord. C'est toujours à Korogo. Le pays est toujours divisé. Le pays est toujours divisé. Ça, je sais. Ouattara, qui avait dit qu'on pouvait aller aux élections avec les armes, aujourd'hui, il paie le prix de sa politique. Parce qu'avec lui-même, le pays est toujours divisé. À Boaké, c'est le commandant des zones qui dirige Boaké. À Korogo, c'est le commandant des zones Fofier qui dirige Korogo. À Bouna, Bondiali, Ferré, partout, à Mans. L'administration est toujours absente. Quand vous avez appris que le président Gbagbo devait être transféré ou était déjà transféré à l'AE, quel a été, vous, en tant qu'individu, en tant que jeune Ivoirien, quel a été l'état d'âme dans lequel vous vous trouviez à cette époque-là? J'étais triste. Parce que depuis la Côte d'Ivoire du Faux-Boigny, les Ivoiriens ont toujours su régler les problèmes entre eux. Les Ivoiriens ont toujours su se pardonner. Imaginez-vous sur l'instant qu'Alassane Ouattara dise à Gbagbo Laurent: ok, viens, tu représentes la moitié du pays. La crise nous a opposés. Viens mon frère Laurent Gbagbo, ensemble on va pacifier ce pays. Ensemble on va réconcilier ce pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait de nouveau ensemble. La Côte d'Ivoire serait de nouveau réunifiée. Mais la politique consiste à faire partie de Gbagbo Laurent en exil à la Cour pénale internationale. C'est une grande première. Qu'un président en exercice envoie un ancien président en exil. C'est une grande première. Dans une prison. Dans une prison.
à la Cour pénale internationale, c'est une grande première. C'est-à-dire que Alassane Dramane Ouattara a dit non à la réconciliation nationale. Aujourd'hui, on voit les effets. Plus d'un an après la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est toujours à l'ombre. On n'a plus d'administration, on n'a plus d'armée, on a des millions d'Ivoiriens en exil. Alors, Amnesty International vient de faire un grand rapport pour dire que plus de 200 cadres du FPI se retrouvent dans des geôles, dans des prisons, et que jusque-là, aucun acte ne leur a été signifié, et cela croupissent dans les prisons, fabriquées par le système, et qui plus est, la goutte d'eau qui va déborder encore le vase récemment, tous les officiers supérieurs de l'armée qui étaient en prison à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan-la-Maka, on les a dispatchés à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Vous aspirez à aller dans ce pays où tous les jours on crée des prisons pour y mettre des gens parce qu'ils ont peut-être dit la vérité. Monsieur Christian, quel manteau vous allez porter pour éviter demain que vous ne soyez peut-être au nord ou à la haie? Oui, c'est ça la leçon de mon engagement. Quand on fait de la politique, on s'attend au pire. C'est un sacerdoce. Aucun homme politique ne peut dire qu'il a été contraint à faire la politique en y avoir été obligé. C'est en toute connaissance de cause que je suis président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Pour dire non. Le premier acte à poser est d'abord de dire non. Dès lors qu'on a dit non, on se donne les moyens. Pour moi, les moyens politiques, diplomatiques. J'ai dit à l'Élysée que Ouattara était un dictateur 100 fois l'Ivoire qu'il fallait de nouveau interpeller publiquement. Voilà mon arme. C'est vrai qu'en ce moment je parle en Côte d'Ivoire parce que je suis de fait en exil politique. C'est vrai. Et c'est moi, là. Je l'ai dit à l'Élysée, j'ai dit. On va en parler pour votre réception à l'Élysée. Alors, tous les Ivoiriens que je rencontre disent que si Gbagbo Laurent ne sort pas de prison, il serait difficile à M. Ouattara de parvenir à une réconciliation nationale quelconque. Est-ce vrai ou faux? Je partage ce point de vue des millions d'Ivoiriens aujourd'hui. À peu près de 2 ans de crise post-électorale, où la Côte d'Ivoire n'est toujours pas réunifiée, où la dictature bat son plein, où l'insécurité des FRCI, on a vu le 20 juillet dernier à Dououkoué, au camp de Naïbli, où 213 des jeunes ont été tués par les FRCI censés les protéger avec les dozos. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous voulons. C'est une arnaque et une tromperie sur la marchandise. On peut soutenir Ouattara et dire non à cela. Et des millions d'Ivoiriens disent non aujourd'hui à cela. Ils disent non. Sans Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, la paix risque pas de revenir. C'est clair. Gbagbo Laurent a sa place en Côte d'Ivoire, aux côtés d'Alassane Ouattara, pour dire la paix aux Ivoiriens. Pour prêcher la paix ensemble, main dans la main. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri-Colas Bédié, les 3 grands du pays, peuvent parcourir le pays. Pourquoi vous ne citez pas M. Soro-Guillaume? Oui, également M. Soro-Guillaume. D'accord. Absolument, absolument. C'est une commission. Mais tous ceux qui sont responsables de la situation actuelle doivent se mettre ensemble. Parcourir le pays, chaque ville du pays, chaque hameau du pays, pour dire de nouveau, c'est fini, on doit vivre ensemble de nouveau. Est-ce que le président Gbagbo est obligé d'être seul à la haie? Mais non, il ne s'est pas battu seul. Aujourd'hui même, la Cour pénale internationale est au bord de l'implosion. Elle joue sa crédibilité. Parce qu'Alassane Ouattara leur avait dit, ok, je vous envoie d'abord Laurent Gbagbo, mais les Guillaume Soro vont suivre, les Théophosé vont suivre, les Fofio Kolo vont suivre, les Chérif Isma vont suivre. Elle doit libérer Laurent Gbagbo, c'est crédible. Oui, vous savez que quand on rentre dans cette Cour pénale internationale, il n'est pas du tout facile de s'en sortir. Est-ce que vous pensez, de par votre petite expérience si riche, vous pensez qu'un jour, M. Laurent Gbagbo retrouverait le soleil tant aimé à Mama pour y écrire un jour ses mémoires? Je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. La nature même des charges portées contre lui, on dit qu'il est co-auteur indirect. Mais où sont d'abord les auteurs directs? Où sont les auteurs indirects? Où sont les co-auteurs directs? Ben, je veux dire, il y a tout le monde. Il y a des gens d'abord qui doivent être là, avant lui.
ils ne sont toujours pas là. Mais parce que ils savent bien ce qu'ils ont fait. Le Laurent Gbagbo ne s'est pas battu seul. C'était un chef d'État au moment des faits. Et donc, pour une crédibilité, il aurait fallu qu'en face de lui, ses adversaires, ils soient également pour qu'on croise les idées, les arguments. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Aujourd'hui, le monde regarde la Cour pénale. On a vu le jugement du 30 octobre dernier. Même ici en Europe, c'est passé sous silence. Parce que tout le monde est gêné. Les gens ils sont gênés aujourd'hui de cette affaire de Laurent Gbagbo. Tout le monde a été trompé. Mais il n'est pas tard. Moi j'ai espoir. Laurent Gbagbo, en sortant, et ce sera historique. Il n'y a jamais, comment dirais-je, il y a toujours un début quelque chose. Absolument, oui. Laurent Gbagbo est l'exception à la règle. Moi je crois personnellement que lui m'a dit, on ira jusqu'au bout. Moi je pense que pour une clarté de la Côte d'Ivoire, pour une réconciliation de la Côte d'Ivoire, et vu les faits, vu les éléments, vu la connaissance réelle maintenant de la situation en Côte d'Ivoire, parce qu'au début des faits, on ne savait pas ce qui s'était réellement passé en Côte d'Ivoire. Tout le monde parlait dans tous les sens. Aujourd'hui, tout est plus apaisé, tout est plus calme. On sait bien, tout le monde a les chiffres. On voit la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, comment elle fonctionne. On voit que la Côte d'Ivoire à terre, rien ne marche. Le président est toujours en voyage. Le président est toujours en voyage. C'est le seul chef d'État dans les statistiques qui fait... Il est, je crois, à son 51e voyage à l'étranger. Il dit ça pour aller chercher des investissements. Justement, nous allons en parler. Un grand homme d'affaires que j'ai rencontré pendant que je préparais toujours cette rencontre avec vous m'a dit « L'argent n'aime pas le bruit ». Et de tout temps, nous voyons des investisseurs qui se bousculent au chevet de la Côte d'Ivoire. Pensez-vous sincèrement, vous, en tant que jeune qui suivait éventuellement la vie de très près, la vie sociopolitique de votre pays de très près, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une espèce de cirque dans lequel des acteurs viennent jouer leur rôle et qu'ils partent en protégeant le roi télé qui est assis sur la branche et qui fait souvent sonner sa petite voix quand il est 7 h du matin? Est-ce que ces hommes qui viennent, c'est pour vraiment investir quand on sait que pendant même les forums... Je vous arrête net, mais ils viennent même pas. Moi je vous arrête net. Et ceux qui y vont tout le temps? C'est des mises en scène, à but purement cosmétique. Oui, les hommes d'affaires, ils ne se bousculent pas. Parce que les hommes d'affaires, moi j'en ai rencontré pas mal, on leur dit, bon, venez en Côte d'Ivoire, on va vous donner une escorte. Non, ils disent que non, nous on veut aller en Côte d'Ivoire, on ne veut pas d'escorte. On veut toucher le pouls de la nation. On veut toucher les Ivoiriens de près. Dès lors qu'on vous donne une escorte, ça veut dire qu'il y a déjà un danger. Ça veut dire que votre investissement n'est pas sécurisé. Aucun homme d'affaires ne peut investir en Côte d'Ivoire aujourd'hui parce qu'il y a l'insécurité la plus totale. Donc tout ce qui se passe, vous confirmez que c'est du faux? C'est du faux aujourd'hui. Il n'y a aucun investisseur en Côte d'Ivoire. Aucun. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a l'insécurité. Les FRCI, mais vont même piller ces hommes d'affaires. Vont même les voler. Parce que ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de Paul Gbagbo, je ne sais pas quoi. L'insécurité touche tout le monde. Les FRCI arrivent chez vous, mais ils vous pillent, ils violent votre femme, ils prennent votre argent, ils sont partis. Il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, on ne peut pas porter plainte en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la justice est vacante. Donc, les hommes d'affaires qui n'ont pas leur intérêt protégé, mais ils ne vont pas y aller. Aujourd'hui, ils n'y vont pas. Aujourd'hui, l'argent est rare en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas y aller, c'est vrai. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que vous y alliez là? Il faut que la démocratie soit de nouveau de retour. Mais quand vous décrivez la scène, je n'ai pas l'impression que votre valise, il faut que vous la défassiez parce que là, ce n'est pas évident que vous y allez maintenant. Puisque quand vous décrivez, quand vous êtes en train de peindre le tableau de votre pays, il n'y a pas encore de lumière, tout est encore sombre. C'est vrai, c'est sombre. Et c'est pour ça que je suis président de l'FRCI. Pour passer de l'obscurité à la lumière. Oui, il y a vraiment un temps. Et ça, je vais m'y atteler avec des millions d'Ivoiriens qui adhèrent massivement aujourd'hui, des cadres, des intellectuels, des chômeurs, des boulangers, des maçons, des Ivoiriens lambda qui adhèrent massivement au rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que, effectivement, c'est l'heure du sursaut national. C'est l'heure de dire non. Et ça, vous allez voir bientôt. Nous serons en Côte d'Ivoire bientôt.
vous vivez en France, où se trouvent 90% de vos affaires. Vous avez été récemment reçu à l'Élysée. Vous vous battiez pour que votre, comme on le dit, vous fumez un peu le nez partout pour chercher le plus petit grain qui peut vous permettre, n'est-ce pas, d'embellir un peu votre calebasse. Votre maman vous y aide beaucoup, puisqu'elle est même militante très avancée, très engagée au niveau du Parti socialiste. C'est votre mère qui vous ouvre les portes de l'Élysée pour vous créer ces alliances-là? Non, pas nécessairement. Je dis aussi que ma mère fait un travail formidable. Et pour moi, c'est un exemple. Je lui rends hommage tous les jours. Une mère qui aurait pu se dire, ben moi, ça va, moi je ne suis pas dans tout ça. Elle se bat pour la Côte d'Ivoire. Elle se bat pour les Africains français, ici. Mais cette mère-là connaît aussi ma valeur. J'ai créé mon journal. Ce n'est pas ma mère qui m'a dit à le créer. Ce n'est pas ma mère qui est directrice de mon journal. J'ai une équipe de 30 personnes, des parlements. Et j'ai rencontré le président actuel, François Hollande. Et après des échanges avec lui, il m'a même invité à couvrir sa campagne présidentielle. Et aussi, je couvrais la campagne présidentielle pour d'autres candidats. C'est vrai, ma mère connaît ce monde. C'est vrai, ma mère me les présente quand c'est nécessaire. Mais eux-mêmes savent, connaissent ma valeur intrinsèque. Et c'est ça qui fait la différence. Je ne suis pas un fils d'eux. Les Ivoiriens me connaissent. Les Ivoiriens m'ont connu longtemps avant de connaître même ma mère. Alors, au moment où vous couriez derrière ces leaders politiques français, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire existait déjà. Mais vous y étiez allé. C'était encore un think tank. Oui, mais vous étiez allé en tant que président du Rassemblement de Côte d'Ivoire. J'étais reçu à l'Élysée en tant qu'un homme politique ivoirien. Est-ce que pour nous dire quelque chose qui a filtré? Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé à l'Élysée? Vous avez dit quoi? Alors j'ai fait une déclaration officielle au sortir de l'Élysée où j'ai dit exactement que je suis allé défendre les intérêts vitaux et stratégiques de la Côte d'Ivoire et par-delà de l'Afrique. Le président François Hollande m'a reçu à l'Élysée, mais il n'avait pas le temps, effectivement, puisqu'il devait rencontrer Mme Merkel. Donc c'est ces conseillers qui m'ont reçu avec une délégation du mouvement des Africains français de la diaspora ivoirienne, et conduite par Koudou Madeleine Wabé, dont tout à l'heure vous faisiez allusion. Donc on a dit clairement, on a posé clairement les attentes du peuple de Côte d'Ivoire à l'Élysée. C'était une délégation officielle où le peuple de Côte d'Ivoire, où le rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire disait de façon officielle, en tant que leader politique officiel, majeur à l'Élysée, que le peuple de Côte d'Ivoire dit non à la dictature Ouattara. C'est un acte fort, symbolique. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? L'Élysée a pris bonne note, on s'est compris. On n'a même pas été contredit. C'est vous dire la gravité des faits. Pendant 2 heures, les conseillers élyséens nous ont compris, nous ont entendus et ont promis de transmettre fidèlement au président François Hollande tout ce que nous leur avons dit. Nous sommes allés avec des preuves de la dictature en Côte d'Ivoire, des films, des images, des documents, des livres. C'est pas parce que vous étiez à la recherche des parrains? Je n'ai jamais été parrainé par qui que ce soit. Quand on est parrain, on caresse les parrains dans le sens du poil. Vous savez comment ça se passe. Vous savez bien que Alassane Ouattara caresse ses parrains dans le sens du poil. On a bien vu que dans notre déclaration au sorti de l'Élysée, on a même été dur avec le président François Hollande. Donc, c'est aujourd'hui un acte fort, fondateur, où l'opposition de Côte d'Ivoire rencontre le pouvoir français et pour dire, les Ivoiriens aujourd'hui disent non à la dictature. Les Ivoiriens sont prêts désormais à prendre leur destin en main pour que la démocratie, les droits de l'homme, la réconciliation nationale soient de retour en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont prêts à le faire. D'accord. Alors, vous avez eu la chance d'être reçu par certains conseillers du président français François Hollande. Et François Hollande lui-même, il a dit récemment à Kinshasa
que la France-Afrique est morte. Quelle est, selon vous, la nouvelle directive que vous souhaiteriez que les relations France-Afrique aient pour que, effectivement, le Français, quand il voit l'Africain, il a un autre regard. Quand l'Africain voit le Français, il a un autre regard. Quel est ce look que vous avez proposé au conseiller du président français? Alors justement, c'est même pour ça que j'étais reçu à l'Élysée, parce que j'avais déjà fait passer plusieurs messages au président François Hollande sur ma vision de ce que doit être la politique africaine de la France. Et elle s'inscrivait dans un cadre de rupture, de démantèlement de la France-Afrique. J'avais donné des pistes, des réflexions. Entre autres, il ne faudrait plus porter à bout des bras des régimes corrompus. Entre autres, il fallait le départ de la force licorne, des forces étrangères, françaises d'Afrique. Entre autres, il faudrait cesser la politique de la mettre tendue à l'Afrique. Entre autres, les valises diplomatiques, la fin des mallettes, devait cesser. Des pistes de réflexion avaient été esquissées. Donc je l'ai redit encore une fois de plus à l'Élysée. Et selon moi, je pense que le président François Hollande, en allant à Kinshasa, en allant à Dakar, a essayé de mettre en musique cette rupture de la France-Afrique. Cet acte de décès de la France-Afrique. Les gens n'ont pas aimé, c'est vrai. Il a ridiculisé, humilié le président Kabila. C'était un acte fort. C'était un acte fondateur pour dire les dictateurs en Afrique, moi, voilà comment je les traite. Nous sommes pour qu'effectivement, Alassane Ouattara soit également traité de la sorte. Nous avons dit, monsieur le président français, interpellé de façon claire et nette Alassane Ouattara. Ne le caressez plus dans le son du poil. Nous, les Ivoiriens, nous disons que nous ne voulons plus cette politique de diplomatie où on se voit, non. Parce que vous vous rappelez quand Ouattara est arrivé à Paris ici le 26 juillet dernier, 6 jours auparavant, le 20 juillet, il y avait le massacre de Naïbli. J'avais souhaité que le président François Hollande dise clairement au président Ouattara, monsieur le président, plus jamais ça. Et je veux que la lumière soit faite. Ça a été parlé à l'apartheid, c'est vrai, mais les apartheids aujourd'hui... Un Français reste un Français. Moi, je vous dis clairement, François Hollande est là pour défendre les intérêts vitaux et stratégiques de la France. Oui, il faut qu'on soit clair. Mais nous, on est là pour faire quoi? Le RPCI est là pour défendre les intérêts également vitaux et stratégiques de la Côte d'Ivoire. Mais si un homme politique ne défend pas les intérêts de son pays, pourquoi voulez-vous que l'homme politique le liègue? Pourquoi François Hollande défendre les Ivoiriens? En tout cas. Moi, je dis, je ferai le travail des Ivoiriens. Moi-même. Le RPCI fera le travail des Ivoiriens. Moi, je n'en ai pas fonctionné pour ça. D'accord. Merci. Votre position, elle est claire et soutenue. Bon, vous avez effleuré un peu la présence en Côte d'Ivoire, puisque c'est votre cheval de bataille, la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de la présence des forces étrangères militaires, en l'occurrence l'ONU, la Licorne, et bien d'autres. Est-ce que la présence de ces forces militaires étrangères dans votre pays ne spolie pas un peu l'autorité, la Côte d'Ivoire dans sa souveraineté? Est-ce qu'elle ne se sent pas un peu asphyxiée de par la présence de ces militaires, de ces armées étrangères sur son territoire? Oui, je suis contre la présence étrangère en Côte d'Ivoire, des forces étrangères. Je l'ai toujours dit, c'est dans la position officielle du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes pour que l'armée ivoirienne soit une armée républicaine. Et elle seule soit la garante de l'intégrité de la nation et de la souveraineté nationale. Et donc nous sommes, c'est un point de convergence entre nous et le président François Hollande, de dire que les forces étrangères françaises n'ont pas vocation à y rester plus longtemps que prévu. On attend impatiemment ce mouvement de retrait des forces étrangères de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que l'ONU accepterait de faire partir sa base militaire à Abidjan? Moi, je dis que l'ONU, pour l'instant, ne le fera pas. L'ONU a clairement indiqué qu'elle soutenait Alassane Ouattara. Je le désapprouve fortement. Je l'ai dit à l'Élysée.
l'ONU n'a pas vocation à soutenir un régime dans un pays. L'ONU est une force de maintien de la paix. L'ONU a failli à sa mission en Côte d'Ivoire, et je l'ai dit, et je le redirai encore. Une mission de mon rassemblement ira dans le monde entier, où nous dénoncerons le comportement de l'ONU en Côte d'Ivoire, qui est devenue la force nationale de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sa mission, elle a failli à sa mission, elle a outrepassé ses prérogatives. Et nous disons non à cela. Et on n'a pas besoin d'être de l'opposition pour dire non. C'est une violation d'atteinte grave à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Moi je dis non. Je dirai encore non. L'ONU doit quitter la Côte d'Ivoire. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire dit que l'ONU doit quitter la Côte d'Ivoire. Ok. Alors, M. Christian, nous sommes en fin d'entretien. Vous venez d'entendre M. Christian, à qui j'ai accordé un temps pour qu'il vous explique le combat qu'il mène en souterrain. Il a accepté de nous recevoir pour qu'il vous relate tout ce qu'il est en train de faire comme un travail de former. Je voudrais sincèrement que votre cœur soit touché en l'écoutant et pourquoi pas en le rejoignant. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Mon rôle, c'est de l'avoir reçu pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.